de présenter notre analyse de la situation en Haïti. Je suis journaliste sur Haïti depuis près de 48 ans et le mois dernier, je me suis rendue avec mon collègue, le journaliste Dan Cohen, dans le pays pour enquêter la crise du carburant à l'aide d'un drone. Nous avons observé les barricades, les déplacements de la police, des marchés en dépit de l'insécurité. Nous sommes rendus dans des hôpitaux, des cliniques, camps de déplacés, parcs industriels, quartiers nantis et bidonvilles où se déchargeaient les égouts. On m'a demandé de présenter les faits, mais l'histoire n'est pas neutre, car bien souvent le droit international a été bafoué, ainsi que les principes de paix et d'autodétermination à l'origine du Conseil de sécurité, qui ont également été piétinés. Ces précédents ont engendré la crise actuelle. Ces 3 dernières décennies, Haïti a été la victime de 3 coups d'État, 1991, 2004 et 2021. Après chacun de ces crimes qui impliquaient des acteurs internationaux, le Conseil de sécurité a été prié, comme on lui demande une fois de plus, d'intervenir militairement en Haïti. Le Conseil de sécurité a donné son accord dans les 2 premiers cas, en mettant en place en fait un statu quo illégal, injuste. Les victimes de ces coups d'État, c'est-à-dire la population haïtienne, sont ceux qui ont fait l'objet de répression, ont été diabolisés, ont été violés, ont été intimidés sur le plan politique ou encore sanctionnés sur le plan économique. Voilà pourquoi près de 16 millions d'Haïtiens, 12 millions vivant en Haïti et 4 millions à l'étranger s'opposent à davantage d'interventions de l'ONU, à l'exception de la toute petite bourgeoisie d'Haïti. Haïti est le seul pays de l'hémisphère occidental à avoir enduré une occupation militaire de l'ONU et à cela à 2 reprises. Alors quelle est la situation aujourd'hui? Vous, les membres du Conseil, entendez souvent des semi-vérités, qui sont sans doute plus dangereuses qu'un mensonge, car des demi-vérités vous induisent en erreur plus longtemps. On a dit qu'Haïti était sous le joug de bandes. Mais l'autre coin de la médaille que vous n'avez pas entendu, c'est que les 2 interventions militaires précédentes de l'ONU ont fragilisé à tel point l'État haïtien, tout comme les coups d'État, que cela a créé un vide qui a permis la croissance de cette criminalité. Dès lors, les Haïtiens ont été livrés à eux-mêmes et ils ont formé dans les années 80 des brigades de vigilance pour combattre les criminels. Et ainsi, ils ont créé des quartiers qui ne sont pas à la merci des criminels, où les citoyens pouvaient vaquer à leurs occupations dans la paix et dans la sécurité. Mais aujourd'hui, l'on voit certains analystes qui font d'ailleurs rapport au Conseil ou publient leurs articles dans les médias qui sont en quelque sorte à la solde de ces bandes criminelles qui enlèvent, qui violent, qui extorquent aux côtés de comités civils d'autodéfense qui luttent contre la criminalité. Donc, en gros, vous mettez dans un même sac les bons et les mauvais en les qualifiant de bandes. Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité essaye de menacer, de lutter contre ces groupes d'autodéfense. Et dans la résolution 2653, ainsi, une seule personne a été sanctionnée, accusée de menacer la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti parce que, soi-disant, il aurait projeté, dirigé ou commis des actes qui sont des graves violations des droits humains. Et cette personne n'était pas Joseph Wilson, soit Lamo Sanjou, dirigeant de la bande Mawozo, qui a dit avoir kidnappé 17 missionnaires nord-américains et 5 prêtres français et ainsi que 2 nonnes l'an dernier. Ce n'était pas non plus la personne coupable d'enlèvement connue sous le nom de Iso. Ce n'était pas non plus Renel Destina, aussi appelé Tilapli, un kidnappeur dont la bande criminelle contrôle la zone de Grand Ravine et qui a coupé l'accès à l'autoroute vers le sud d'Haïti, 40% du pays depuis près de 2 ans. Ce n'était pas non plus Kempes Sanon, dirigeant de la bande Bel Air, qui a été condamné à la vie à perpétuité pour un enlèvement, mais qui s'est enfui en février 2021.
Mais non, la personne qui a été visée par les sanctions, c'est Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui est le porte-parole d'une fédération de quartiers connue sous les forces révolutionnaires de familles alliées G9, qui s'adonne à des enlèvements, des extorsions, des viols et d'autres crimes. La coalition G9, il faut le dire, a essayé de faire baisser les violences et avait pu lutter, donc avait pu mettre en place une trêve en juillet 2020 dans des quartiers qui étaient notamment contrôlés par des bandes. Le BINU a déclaré dans un rapport de 2020 que les homicides intentionnels avaient signalé à la police avec baissé de 12% pendant de juin à août 2020, une période qui coïncide avec la trêve du G9. Et cela avait alarmé à tel point l'oligarchie haïtienne qu'elle avait commencé à faire circuler des rumeurs par ses stations radio en disant que des formations politiques de la gauche et de la droite, en disant que le BINU avait fédéré en quelque sorte le G9 et le contrôlait. Ces rumeurs ont encore circulé. Pourquoi est-ce que Mme Lalim a simplement mis l'accent sur les barricades? Sanctions unilatérales contre les personnalités politiques qui ne lui sont pas avantageuses et qui devraient ainsi nettoyer l'arène politique pour la rendre plus avantageuse aux États-Unis. Et le Canada agit également de la sorte. Nous savons notamment que sur la liste des sanctions du Canada, il y a au moins 2 anciens premiers ministres d'Haïti qui souhaitent remettre en cause cette décision. Nous mettons en garde contre le fait de présenter ces mesures comme une réaction de l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre d'un régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous avons mis en place cette résolution du Conseil afin d'éviter les mesures unilatérales, d'élaborer des solutions communes, des décisions communes et de permettre la participation d'experts pour évaluer le bien fondé d'éventuelles mesures restrictives. Les informations que nous a présentées aujourd'hui Kim Hayes doivent nous amener à aborder de façon encore plus prudente, plus minutieuse l'instrument des sanctions. Sinon, nous risquons d'imposer des sanctions non pas contre des bandits, mais contre des personnalités de l'opposition qui pourraient participer au dialogue national, mais qui, pour une raison ou l'autre, sont indésirables pour les États-Unis et leurs satellites. Je tiens à le souligner une fois de plus, les mesures unilatérales des États-Unis et du Canada ne reflètent pas la volonté de la communauté internationale et ne doivent pas être perçues comme étant à l'origine du nouveau comité de sanctions sur Haïti. Nous comptons sur un travail productif du comité 2653 et du Gabon à sa tête, ainsi que des experts qui ont été sélectionnés et qui sont des professionnels de haut vol. Nous attirons l'attention sur le fait que la résolution prévoit d'étudier les sources et les itinéraires de la contrebande d'armes, notamment avec l'aide de l'ONUDC.